Bonjour tout le monde. Il me fait plaisir de vous accueillir cet après-midi au panel l'EFEA, les suites. Les suites, vous aurez douté que c'est parce que l'an dernier, on avait effectivement reçu les 3 leaders de l'EFEA et que ça a été un peu comme l'élément déclencheur qui a fait en sorte qu'on a, on a décidé d'organiser le colloque Femmes en finance, Femmes en action aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter l'animatrice du panel de cet après-midi, Mme Isabelle Marquis. Isabelle est rédactrice en chef pour l'EFEA. Elle est également associée chez Audandi et elle est une des cofondatrices, coparticipantes à la création de toute l'idéologie de l'EFEA. Alors, peut-être petite note particulière pour la région de Québec. Isabelle a étudié à l'Université Laval dans le cadre d'un baccalauréat en sciences politiques. Alors, sans plus tarder, si elle veut compléter, je vais lui laisser le soin de le faire. Et c'est elle qui va vous présenter les panélistes de cet après-midi. Alors, bon après-midi, bonne discussion. Merci beaucoup, Madame Saint-Hilaire. Bonjour tout le monde. Alors, on est très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous présenter ces 5 femmes magnifiques qui sont devant vous rapidement. En fait, ce sont, vous avez devant vous 5 des 8 leaders de la première cohorte de l'EFEA à Québec. Alors, on a Julie Bédard, qui est ici. Julie est associée chez Graph Synergie, directrice du développement des partenariats d'affaires à la capitale. Valérie Bornet, juste à côté, directrice du Centre d'entrepreneurship à la BDC. Marie Cossette, associée chez Lavery. Sophie Paquet, vice-présidente financière Banque nationale. Et Marie-Pierre Saint-Hilaire, présidente de AFI Expertise, une entreprise qu'elle a fondée elle-même. 150 employés, je crois. Hein? Ouais. Alors, on n'est pas ici pour rien. L'an dernier, pour celles qui étaient présentes dans la grande salle, Isabelle avait lancé un défi à M. Aubu, M. Alain Aubu, président de la Chambre de commerce de Québec, en lui disant « Alain, je te lance le défi de faire en sorte qu'il y ait l'an prochain une cohorte de l'EFEA à Québec. » Et on est ici. Alors, vous voyez, 1 an plus tard, ça a fonctionné. Cet appel-là qu'elle a lancé à M. Aubu a porté fruit. Alors, je profite de l'occasion pour le remercier, ainsi que Mme Joanne Devin, qui est présidente du conseil. Ces 2 leaders de la région ont fait en sorte de nous faire rencontrer ces femmes magnifiques ici, ainsi que 3 autres, parce qu'il y en a, je vous ai dit tantôt qu'il y en avait 8 leaders de l'EFEA. Les 3 autres sont Diane Derry, de la Banque nationale, Hélène Michel, de chez Mallette, et là, j'ai comme un petit blanc. Marie Dessuard de chez Cain-Lamarre. Alors, on va commencer. Pourquoi est-ce qu'on parle? Je vais juste déposer. Je vais déposer mon verre ici. Wow, je vais déposer par terre. Je ne sais pas. Excellent. Ah, ben oui, une tablette. C'est bien intelligent, cette affaire-là. Ben oui, merci. Ça a bien du bon sens. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'EFEA, c'est quoi? L'EFEA, c'est un mouvement qu'on a lancé, on étant l'équipe de Audandi et avec Isabelle Hudon, il y a 2 ans. On a lancé un mouvement pour faire en sorte de propulser l'ambition des femmes. On a décidé de faire ça parce que lorsqu'on regarde les statistiques, il y a des choses qui restent des classiques. Les femmes, si elles sont très, très présentes dans les universités, très présentes sur le marché du travail, lorsqu'on regarde dans les organisations, plus on s'élève, plus on regarde dans les postes élevés, moins elles sont présentes. En fait, dans les postes de haute direction, règle générale dans les entreprises, elles sont présentes à 18 %. Alors, c'est pas que pour des raisons sociales qu'on se préoccupe du fait qu'il y ait si peu de femmes dans les organisations, c'est aussi pour des raisons économique, parce que c'est démontré que plus de femmes sont à des postes plus élevés, à des postes de haute direction, plus présentes dans les conseils d'administration, plus l'entreprise
est performante. Et la simple raison, c'est pas parce qu'on est plus intelligente ou meilleure, c'est tout simplement que la diversité apporte une gestion d'entreprise avec plus de profondeur, avec plus de rondeur, avec plus d'intelligence finalement, parce que la diversité, dans ce cas-ci, c'est homme-femme, mais ça pourrait être diversité aussi d'âge, diversité de nationalité. Ça a une grande richesse pour les organisations. Alors, on aime beaucoup l'action. On a lancé un programme qui s'appelle le Défi 100 jours l'FEA, qui débute à Québec aujourd'hui même. Et ce défi-là, il y a 100 filles de Québec qui vont y prendre part et 200 filles de Montréal qui y prennent part à partir de demain. Et à la fin de ces 100 jours-là, on va avoir transformé 600 femmes du milieu des affaires. Et quand je dis le mot « transformer », c'est voulu, c'est pensé, c'est que au bout de 100 jours, ces femmes-là se retrouvent avec une dose de confiance et d'ambition qui est renouvelée. Et ça leur permet de poser des gestes nouveaux qu'elles n'auraient pas posés pour elles et pour leur organisation. Aujourd'hui, avec nos leaders, on a pensé discuter de sujets qui nous touchent à cœur. Bon, l'ambition des femmes. D'ailleurs, vous allez voir, on a commandé un sondage léger sur l'ambition. Et on est d'ailleurs sur le cover de Chatelaine. Alors, ce mois-ci, si vous allez dans vos kiosques de magazines, vous allez retrouver ce numéro-là avec à l'intérieur 18 pages sur le sujet de d'où vient l'ambition, comment ça s'exprime. Et on parle aussi un peu d'argent dans tout ça. Alors, on a pensé discuter de nos leaders. Je vais vous sortir quelques statistiques. On va mettre de l'avant quelques statistiques intéressantes qui sont sorties de ce sondage-là pour entamer la conversation. Et à la fin, on va vous inviter à vous joindre à la conversation. On va se garder un bon 20 minutes. D'habitude, lorsqu'on fait des séances de discussion, les femmes sont très, très, très intéressées à apporter leur opinion, leur perspective. Alors, on va vous laisser ce temps-là pour échanger avec nos leaders. Je vais m'asseoir, ça va être comme plus sympathique. Bon, ben bonjour. Bonjour. Vous êtes contente d'être là? Certainement. Oui, tout à fait. Oui, cool. Merci beaucoup. Alors, une première statistique qui est sortie du sondage léger sur l'ambition. Puis on le fait sur l'ambition parce qu'on considère que l'ambition, c'est le moteur qui fait en sorte que les femmes peuvent se propulser. C'est une grande force qui est à notre disposition. Alors, la première question, un des premiers chiffres qui est ressorti, c'est que 73% des femmes sondées se sont dit ambitieuses et 78% des hommes se sont dit ambitieux. Alors, on est pratiquement face à face lorsqu'on pose cette question-là aux femmes. Est-ce que ça vous a étonné, ce premier chiffre-là? Pour ma part, oui. Oui, Valérie? Oui, parce que la résultante de ça, ça devrait être plus de femmes dans les milieux importants ou dans les postes élevés, et ce n'est pas le cas. Donc, je pense que, d'ailleurs, la statistique le dit clairement, là, il y a je pense, une dizaine de pourcents de femmes qui sont dans les milieux, je pense. 18% qui sont à des postes de direction. Effectivement, ça m'a surprise. Je pense que c'est une question de définition. C'est que la femme se définit comme une ambitieuse par le dépassement qu'elle fait par rapport à ses talents, mais est-ce que la femme ose dire qu'elle veut avoir le pouvoir et avoir plus de responsabilités? Je pense qu'ils vont encore sur la pointe des pieds. Tu penses que les femmes sont encore ambitieuses sur la pointe des pieds? C'est ça. C'est-à-dire qu'elles n'osent pas dire vraiment comme l'homme, ben, écoute, moi, je veux le pouvoir, je veux avoir plus de responsabilités. On veut se dépasser, mais est-ce qu'on veut vraiment dire qu'on veut accéder au poste de haute direction? Donc, on serait des ambitieuses encore un peu timides. C'est ça. Oui. Marie-Pierre? Mais l'ambition, pour moi aussi, ça évolue avec notre carrière, avec notre famille et tout ça. Fait que l'ambition, en tout cas, mon ambition à moi à 22 ans versus mon ambition à 39, vous savez mon âge maintenant, c'est pas du tout la même chose. Donc aussi, en termes de sondage, ça dépend aussi, je pense, de l'âge des répondantes là-dessus. Puis l'ambition, quand on parle de définition, ben oui, mais en même temps, l'ambition personnelle peut être aussi forte que l'ambition professionnelle. Puis les femmes associent l'ambition à l'ambition professionnelle tout de suite. C'est là où je pense que ça dénature aussi des trucs. De mon côté, j'ai trouvé quand même que c'était très positif de lire qu'il y avait 73% des femmes qui se disent ambitieuses. Je pense que ça veut dire qu'on va voir plus de modèles positifs pour les plus jeunes, de femmes qui assument leur ambition. C'est clair.
Oui. Puis moi, ce que j'aime du fait qu'on ait ces statistiques-là qui sortent maintenant, c'est peut-être justement un signal que tous ces mouvements dont fait partie l'EFEA, toutes ces séances de réflexion, ces moments d'arrêt où on prend le temps justement de définir comment on veut être comme femme dans notre société en 2016 et autres années à venir, bien justement, peut-être qu'il y a un effet d'entraînement qui est en train de prendre sa place et ça nous permet de le revendiquer plus fort, d'où, moi aussi, une agréable surprise de constater qu'on est jusqu'à 73 % en tout cas à le dire, avec peut-être quelques nuances sur comment on le définit. Est-ce que vous pensez que les femmes vivent leur ambition à la mode féminine, c'est-à-dire de façon complètement assumée, ou elles ont tendance à prendre des plis, des traits de ce qu'est l'ambition au masculin? Croyez-vous qu'on est émancipé sur l'ambition? Moi, je viens d'un milieu d'hommes. Personnellement, fait que je vais parler de mon expérience qui est peut-être pas la même que les autres, mais je me suis rendu compte qu'il y a une grande différence entre les femmes baby boomers et les femmes de ma génération ou la génération encore plus jeune. C'est que on dirait que les femmes baby boomers ont dû faire beaucoup plus leur place, donc ont pris des traits de caractère plus masculins qui leur a permis de vraiment vraiment pousser les sentiers battus, quand ça nous permet, dans la trentaine, dans la vingtaine, d'être un peu plus, nous, comme ambition féminine. Fait que pour moi, je vois vraiment une grande différence. J'avais une discussion avec une dame super sympathique qui m'avait dit « Marie, c'est important que tu mettes des cols roulés quand tu vas voir tes clients, parce qu'ils sont en technologie, puis c'est ça qu'ils s'attendent de toi. » Puis là, j'étais comme « Des cols roulés, mais ça n'arrivera jamais. » Ça n'arrivera pas, puis j'ai décidé de ne pas l'écouter, puis merci, là. Mais je comprends très bien pourquoi elle met encore des cols roulés, puis on est encore dans la même industrie et tout ça. Ça fonctionne super bien pour elle, ça fonctionne moins bien pour moi. Donc, je pense que c'est vraiment la génération. Je pense que tu rejoins un point, c'est qu'il faut se respecter en tant que personne. Ouais. Et il faut l'assumer avec notre personnalité. Ça, c'est super important. Puis aujourd'hui, peut-être qu'on a plus la place pour ça. Oui, définitivement. Si je peux relancer sur le point de Marie-Pierre, moi aussi, dans le domaine, je suis avocate associée à mon cabinet. Nous sommes chez Laverie, nous sommes à peu près peut-être 200 avocats au Québec, mais à Québec, comme tel, nous avons peut-être environ une trentaine d'effectifs et nous sommes 2 femmes associées seulement. Et l'autre est tranquillement en fin de carrière, après une carrière très fructueuse et très bien en vue. Alors, donc, je me retrouve un peu dans une situation où je suis un peu comme la seule femme contact. Je ne veux surtout pas rien enlever à l'autre, bien sûr, qui a un rôle extraordinaire de précurseur parce qu'elle a vraiment, elle, dû se débattre à coups de poing ou presque. Alors, entendez bien mes propos. Mais ce que je veux dire, donc, c'est que je me retrouve un peu à la croisée des chemins entre... Bon, moi, j'approche la cinquantaine. On va finir par donner toute notre âge. Je suis peut-être dans une autre réalité, mais néanmoins, c'est ça, je ne suis pas encore tout à fait en phasing out, mais je ne suis certainement pas non plus au tout début. Alors, bref, un peu dans le milieu. Et tout ça pour dire que je vois vraiment une évolution de comment moi-même je me suis positionnée, mettons, dans la jeune vingtaine, quand j'ai été reçue avocate à 22 ans et maintenant. Et comme tu le disais, la façon de revendiquer l'ambition à 22 ans n'est pas la même que celle proche 50 ans. Et en tout cas, moi, pour ma part, vu que c'est un milieu masculin, ce que j'ai constaté être peut-être la meilleure façon de prendre ma place, et ça, c'est typiquement féminin pour revenir à ta question, Isabelle, c'est de ne pas avoir un leadership écrasant ou trop criant. Moi, dans mon cas, ce qui a été le plus payant, c'est de prendre toute ma place, mais observatrice, de regarder comment les choses vont, de choisir mes moments d'intervention, choisir beaucoup mes batailles, choisir le ton avec lequel je le disais. Je vous parle à partir de moi, ma réalité, mais j'ai trouvé que j'obtenais plus de résultats lorsque j'agissais comme ça que si je prenais peut-être le ton un peu plus masculin, assumé très, très haut et fort, plus traditionnel que l'on voit. Pour ma part, ça fonctionnait moins bien, cette recette-là. Alors, c'est vraiment une question de tempérament, de milieu, puis de l'adapter à notre réalité en âge et en personnalité, finalement. Mais ça me fait réfléchir, moi, je trouve très intéressant qu'est-ce que mes collègues disent. Ça me fait réfléchir que de mon côté, moi, je suis dans un milieu traditionnellement très masculin, je suis une banquière. Donc, c'est sûr que moi, quand je regarde les femmes d'aujourd'hui, les jeunes qui entrent, j'en ai pas beaucoup malheureusement, mais je trouve qu'elles ont plus d'opportunités d'aller dans du réseautage, de démontrer leur ambition, d'aller de l'avant que dans mon temps. Il fallait donc que moi, j'ai des traits un petit peu plus proches de ce qui était masculin. Donc, j'abonde dans le même sens du fait que, oui, effectivement, peut-être que c'est dans ma nature, donc d'être fonceuse, d'avoir beaucoup de bagou. Donc, peut-être que j'avais des traits masculins un petit peu plus forts.
Croyez-vous qu'on a assez? Parce que, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça prend plus de modèles différents de femmes de réussite. Croyez-vous qu'on en a assez? Croyez-vous qu'on les voit assez aussi? Moi, j'en ai moins. Je suis rentrée En dans le technologie? domaine, l'entrepreneurship. Les femmes, je ne sais pas sont où en entrepreneurship, là, mais c'est cool d'être entrepreneur. C'est vraiment cool. Mais c'est ça, entrepreneurship, technologie. Je suis rentrée dans le domaine, on était une douzaine. Maintenant, je suis la seule propriétaire d'une entreprise en technologie au Québec de plus de genre 20 employés. Là. Fait que, tu sais, le gap est juste plus criant. Puis la semaine passée, j'étais à Harvard à chaque année, je vais là pour me ressourcer sur les nouveautés, tout ça. Puis j'étais dans le leadership, puis il expliquait qu'il y avait un grand challenge au MBA parce qu'avant, il y avait une grande clientèle féminine qui diminue. Ah oui. Ouais, donc j'étais comme moi-même étonnée. Puis il m'expliquait, c'est assez majeur, là, il expliquait que, je pense pas qu'on vit ça au Québec, là, mais que les MBA femmes rencontrent un MBA homme, puis après 5 à 7 ans, arrêtent de travailler parce que dans la culture, les enfants, tout ça, il y a beaucoup de femmes qui arrêtent de travailler. Et donc, ils ont moins de marketing sur d'autres femmes qui feraient des MBA. Donc, ça vient à diminuer. Fait qu'ils sont en train de voir comment régler le problème. Fait que je me disais qu'on était plus proactifs au Québec avec des, justement, mouvements comme l'FEA et tout ça. Puis, il ne faut pas se le cacher aussi, nos hommes nous donnent énormément de place là, par rapport à l'extérieur du pays. Fait que je me disais qu'il ne fallait pas vraiment lâcher parce que, tu sais, même si on a toutes les possibilités, comme tu dis, ça prend du bagou. J'aime bien le concept bagou, mais il y a des grandes forces tranquilles qui peuvent émerger de façon majeure sans être obligé d'avoir autant, mettons, de torque. Je vous regarde, là, on a toute une même tendance à être très expressive, très torquée, mais il y a des forces tranquilles qui sont encore aussi fortes, même plus que moi, que je rencontre, que je dis, wow, avec cette ambition-là, elle va aller vraiment loin. Là. C'est intéressant, Marie-Pierre. De mon côté, ça rejoint ce que tu dis. Je suis dans un domaine aussi très masculin. Je suis en valeur mobilière. Donc, je suis conseillère en placement à mon compte. Et il y a seulement 17 de femmes dans notre organisation. Et oui, en effet, il manque de modèles. Il manque de modèles, surtout de femmes qui performent à un haut niveau. Et je ne sais pas pour vous, mais souvent, surtout quand j'étais un peu plus jeune, on voyait souvent les femmes qui performaient, bien, avaient peut-être un peu plus de difficultés dans leur vie personnelle. On avait l'impression que c'était difficile de... C'était moins un modèle point de vue personnel. Oui, c'est ça. On ne peut pas réussir aux deux places. Oui, là. aux deux places. Tu as 3 enfants, oh mon Dieu, mais c'est clair qu'ils sont fuckés. Ça se voit pas, là. C'est ça exactement. Là, ouais. Ou c'est ça. Mais on ne demande pas ça à un je homme, là. pense. Je suis là, ben, oui, mais OK, mais le gars qui réussit, là, je veux dire, il y a 3 kids, là, tu ne demandes pas si ses enfants vont bien, là. Mais nous, ça va de soi. Oui. Mais il y a une belle porte d'opportunité. Sincèrement, on a une belle porte qui s'ouvre à nous autres parce que moi, je regarde juste chez nous, les hommes prennent des congés parentaux. Puis c'est bienvenu là, chez nous, la femme revient plus tôt. Donc, moi, je pense qu'il y a une belle fenêtre pour avoir les femmes, que vous preniez votre place puis que vous preniez cette opportunité-là qui s'offre à vous autres. J'ai le goût de vous demander, la famille, on va en parler tantôt. C'est un sujet évidemment On n'a pas besoin de important. famille. Nous, on fait juste travailler. C'est comme ça qu'on a réussi. Non. Vous faites, de toute évidence, vous faites partie du 73 des femmes qui se disent ambitieuses au Québec. C'est quoi l'ambition pour vous? Parce que tantôt, je crois que c'est Julie, tu as évoqué l'idée que probablement ça veut dire quelque chose de différent pour les hommes, pour les femmes. Vous, rapidement, j'ai le goût d'entendre chacune à tour de rôle. C'est quoi pour vous l'ambition? Si on commençait au Moi, je finis toujours par commencer aujourd'hui. Parce que je suis dans mon angle. Ouais. C'est ton bagou, Marie-Pierre. Je sais pas. C'est l'énergie là, de cet après-midi. Ben, pour moi, l'ambition, j'arrête pas de le dire, là, je vais me répéter, là, mais l'ambition, pour moi, n'est pas seulement professionnelle. Donc, c'est une femme ambitieuse personnelle, une femme ambitieuse en philanthropie, une femme ambitieuse professionnelle dans les sports, quoi que ce soit. Pour moi, ça demeure comme un espèce de chapeau. Puis, on définit c'est quoi l'ambition pour chacune de nous. Alors, mon ambition à 22 ans était vraiment pas du tout la même qu'en ce moment. Puis, vous me demanderiez c'est quoi pour moi l'ambition exacte, puis où est-ce que je veux être à 50 et 60 ans. Je suis pas capable vraiment de dire c'est quoi, mais je suis capable d'associer ça à un mot qui veut dire, pour moi, happiness, d'être heureuse. Et être heureuse, il y a comme une espèce de chaos puis un déséquilibre là-dedans pour moi, parce que j'ai une intensité, j'ai une passion de travailler, de courir, de faire du yoga, de m'occuper de mes kids et tout ça. Fait que pour moi, l'ambition, c'est que le jour où est-ce que je suis capable
me créer des objectifs à chaque endroit de ma vie où est-ce que c'est important, puis de les atteindre, c'est ça. Merci, Sophie. Non, c'est intéressant. J'aime beaucoup ce que tu as dit, que l'ambition de l'une, c'est pas nécessairement l'ambition de l'autre. Donc, le rêve d'une personne, c'est pas le rêve d'une autre personne. Pour moi, l'ambition, c'est simplement vouloir atteindre son plein potentiel et pourquoi pas viser d'être la meilleure dans son secteur d'activité. Bien, moi, c'est un mélange des deux. Alors, effectivement, pour moi, l'ambition, c'est la réalisation de son plein potentiel. Ça commence par une prise de conscience de qui on est. Je ne pense pas qu'on peut être... En fait, je dis ça. Qui suis-je pour oser prétendre avoir la vérité là-dessus? Mais il me semble que pour être la meilleure ambitieuse possible, il faut bien se connaître au départ, savoir ce que l'on veut projeter comme individu, ce que l'on veut réaliser en termes d'objectifs, mais ce que l'on veut être au profond de soi. Alors, c'est très, très associé dans ma perception qu'il y a bien sûr l'action concrète au niveau carrière, mais il y a vraiment tout un savoir-être autour de ça, au plein potentiel de ce que la vie nous a donné finalement, puis de ne pas oser sortir de la zone de confort pour aller aussi développer ce qui est moins naturel chez soi. Que c'est beau. Malade. Rien à dire. Voudrais-tu que je vende mes droits sur ma Check l'avocate. On peut-tu reprendre la citation? Tu as besoin d'un agent, Marie, là, vraiment. Puis moi, je commercialise. En fait, je dirais que c'est un petit peu de tout ça, mais beaucoup l'action, la détermination, la confiance. Je vais me taire parce que j'aimerais que Julie ait tellement de belles ambitions. Bien, en fait, moi, je pense que c'est beaucoup d'axer sur les forces. C'est de faire usage de ses forces et de chercher à se dépasser. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, ça ne va pas avec le titre, mais ça va vraiment avec les réalisations. Est-ce que tu te réalises? Est-ce que tu as vraiment le sentiment d'accomplissement dans tes sphères de vie, toutes celles que tu touches? Et si la réponse à ça, c'est oui, bien, mission accomplie. Pour moi, là, c'est vraiment important. Puis tant mieux si la définition amène à vouloir accéder à des postes d'importance, de pouvoir, etc. Ça, on le souhaite parce que ça prend des modèles, effectivement, pour prendre la suite de cette belle liste de femmes qu'on a quand même au Québec, qui sont des beaux modèles très inspirantes. Mais ça nous prend des modèles de toute nature. Selon vous, lorsqu'on regarde les statistiques sur l'ambition, les femmes se disent 73 ambitieuses, les hommes à 78 Lorsqu'on regarde dans les postes de haute direction, les femmes sont présentes à 18 Auriez-vous rapidement une petite explication à ça? Julie, on commence avec toi. Je te dirais justement peut-être par rapport à ce qu'on soulignait tout à l'heure. C'est sur le bout des pieds. C'est qu'il manque de confiance. Confiance. C'est la confiance qui manque. Donc, les habiletés, la compétence, les forces sont là, mais elles y vont sur la pointe des pieds. Ils ne se font pas assez confiance. Ouais, Vous êtes d'accord avec ce... ce... Tout à fait. C'est de bien se connaître. Souvent, on se connaît bien aussi, mais après, mettons-nous de l'avant. Soyons fiers de ce qu'on est. Prenons des risques. Oser prendre des risques, aller... Moi, je dis toujours aux gens que je côtoie, les femmes, ben, c'est quoi ta prochaine étape? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Fais pas juste le garder pour toi, c'est tellement beau ce que tu as. Donc, passe à l'action, oser. Je fais un peu en bon québécois, du millage sur ce que Valérie dit. Du pouce, ce serait mieux dit. Puis Valérie est une belle inspiration à ce niveau-là parce que je la côtoie depuis qu'on travaille ensemble à l'EFEA, puis je pense que c'est ce genre de leader. Puis là, je me permets de faire justement le pont avec quand les hommes aussi dans les organisations ont ce leadership-là de donner la chance. Il y a des hommes qui ont beaucoup évolué, enfin la plupart, je pense, ont beaucoup évolué dans cette réalité que les femmes prennent leur place et ils sont facilitants, justement. Et lorsque l'on a ces hommes qui ont cette capacité qu'a Valérie d'être inclusifs dans le leadership et de mettre en place les mesures puis les pas pour aller justement chercher ces talents au sein de l'organisation, bien, à ce moment-là, on peut penser qu'elles vont prendre plus de place. Dans certains environnements, peut-être plus traditionnels, peut-être que cet exercice-là n'est pas encore assez abouti et malheureusement, c'est peut-être ce qui explique ce que l'on voit comme résultat. Mais bon, je pense que tous les espoirs sont permis là, pour la suite des choses. Sophie et ensuite Marie-Pierre, rapidement sur le sujet. Rapidement. Bien, on dit souvent aussi qu'une femme n'appliquera pas sur un poste à moins d'avoir 100 des critères, des qualifications, et qu'un homme va appliquer même s'il y a 60 Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer et on peut l'apprendre par la suite. La confiance, la prise de risque, des thèmes ce qui explique qu'il y a moins de femmes dans les postes de direction. Marie-Pierre? Et je crois fondamentalement qu'il y a une courbe
dans les carrières des femmes que les hommes ont moins. Début trentaine, là, les femmes à haut potentiel, mettons que j'ai expérimenté, il y a une espèce de ralentissement. Je ne sais pas si c'est un manque de confiance en elles ou un repositionnement justement de qui elles sont, puis de qu'est-ce qu'elles veulent faire, puis accomplir. Puis elles se donnent le droit de ralentir dans leur vie professionnelle, se disant il faut que je fasse des choix. Fait que ça, on voit ça beaucoup. Donc de là, pourquoi je pense le pourcentage qui est plus bas au niveau des conseils d'administration. Ce qui a le plus fonctionné dans mon cas, c'est de regarder à pousser ces filles-là, mais à pousser aussi avec la famille puis les amis qui entourent. Parce que si l'écosystème autour, en plus que l'industrie est traditionnelle, si l'écosystème autour n'est pas du tout dans cette ambition-là ou dans de vouloir-là, je me suis rendu compte que là, on a un pourcentage plus bas d'être capable d'y arriver, même si la fille est extraordinaire. Moi, j'avais une VP qui était extraordinaire, m'a donné sa démission pour aller faire des tartes à la maison. J'ai jamais compris. Puis j'étais là, il y a une différence entre être VP et conseillère et vouloir complètement tout arrêter. Ouais. Mais le milieu familial était très fort pour pouvoir contrer ça. Donc, moi, je pense que... Puis les pères, on pourra en parler plus tard, là, mais moi, je pense que les pères ont un gros rôle à jouer sur pousser leurs filles, parce que les filles vont chercher beaucoup dans les yeux de leur père. Hein? Oui, Père, oui. tu veux dire PE? Le papa. Le papa paternel. Oui, parce que... oui. Ben, dans notre sondage, les FEA, les J, on a posé la question aux femmes, quels étaient les freins les plus importants à votre progression, à votre ambition professionnelle. En première position arrivait le manque d'opportunités dans une organisation. Donc, un manque d'opportunités qu'on peut expliquer par les hommes vont moins penser spontanément aux filles. Ils vont être moins mentorés aussi ou prises sous... il y en a qui vont avoir comme leur espèce de dauphin. Alors, les filles vont moins faire partie vont moins participer à ça, vont moins bénéficier de mentorat. En deuxième position arrivait celui que vous avez presque tout nommé, le manque de confiance en soi, qui est pratiquement à égalité avec le manque d'opportunités. Donc, un enjeu important. Et en troisième point, Valérie, tu en as bien parlé, c'est la difficulté de prendre des risques. Alors, spontanément, vous les avez bien sortis. Je me demandais, Sophie, si on parle d'opportunités, pourquoi, selon toi, dans les organisations, les femmes saisissent moins les opportunités. On voit un poste qui est proposé, on sent que un VP va prendre sa retraite, on veut aller demander de l'aide, un soutien, un sponsor dans une organisation. Pourquoi les femmes le font moins, selon toi? Oui. Ce que je remarque dans mon organisation et aussi dans mon entourage, c'est que je crois que les femmes ont tendance à voir les aspects négatifs, à surestimer les aspects négatifs de prendre un rôle de leadership et à sous-estimer tous les côtés positifs qu'on peut retrouver quand on décide de prendre un poste avec des responsabilités, d'assumer un rôle de leadership. Dans mon cas, je le vis et c'est ça, je suis à mon compte. Donc, je pense que c'est beaucoup plus facile de tout concilier quand tu es la boss, quand tu as des responsabilités, que si tu es une employée. Pourquoi? Bien, tu peux déléguer beaucoup plus. Tu as une équipe, une adjointe, et aussi, tu n'es pas obligé de demander la permission. Si mon enfant a un rendez-vous chez le dentiste, je ne suis pas obligée de demander à personne. Je trouve qu'il y a beaucoup de côtés positifs. Il faut encourager les femmes à les voir, parce que souvent, ils vont se mettre des freins, puis je crois qu'ils voient trop le côté négatif de prendre un rôle de leadership. Marie, qu'est-ce que tu en penses? J'abonde tout à fait dans le sens de Sophie. J'essaie d'être, mettons, si je le vois sous l'angle pratico-pratique, c'est sûr que, moi, j'ai 2 très jeunes enfants. J'ai commencé la famille un petit peu tardivement. Et en toute franchise, ça m'arrive quand même, puis on parlera de la famille tout à l'heure, mais c'est juste pour faire le point, d'être obligée de dire non à des opportunités parce que j'ai une réalité familiale et je fais le choix. Par contre, il est très assumé, mon choix. J'ai décidé, dans ma vie personnelle, lorsque j'ai eu ma famille plus tard que d'autres femmes, je savais très bien dans quoi je me lançais. J'avais cette maturité-là de l'âge, justement, pour tout comprendre ça. Et donc, je l'assume très bien. Mais ça a quand même des impacts qui font en sorte qu'il y a des opportunités que je dois laisser passer. Je le fais avec sérénité parce que j'aime bien prendre mes décisions de façon assumée, mais c'est sûr que je ne dois pas être la seule. Je comprends que dans le sondage, on y reviendra, je le sais bien, au niveau du fait que la famille est un point, mais seulement quand même assez loin dans les obstacles immédiats. Mais en tout cas, moi, je parle pour moi, puis je parle pour celles que je côtoie également. C'est sûr qu'on est obligé de faire des choix.
l'important, c'est d'être bien dans ces choix-là. C'est sûr que si on le vit avec ressentiment, puis on est malheureux, puis on a l'impression que nos enfants nous empêchent d'avancer, ah ben là, c'est une autre question. Mais quand on l'assume, mais ça explique peut-être pourquoi certaines personnes ne peuvent pas les saisir aussi. Est-ce que vous remarquez si des jeunes hommes, la génération des Y, doivent faire aussi un peu ces choix-là, laisser tomber les choses, parce qu'on sait qu'ils sont beaucoup plus impliqués, ces jeunes hommes-là, sont beaucoup Moi, je plus trouve près de la famille. Tellement que c'est impressionnant, de mon point de vue à moi, de voir à quel point les hommes, avec beaucoup de maturité, vont dire, moi, je prends le choix d'être à la maison ou je fais... Mais il y a même une de nos co-leaders qui sont conjointes à la maison, donc pour qu'elle puisse aller de l'avant dans sa carrière. Donc, je pense que de plus en plus, il y a des hommes qui font ça, qui font le choix. Oui, font le choix de ralentir. Est-ce que l'entreprise est ouverte à ça, du moins celle que vous observez, les organisations? Oui, nous autres aussi chez nous. Chez nous aussi, nous avons, même si je suis dans un milieu traditionnel, on sent un leadership très, très humain. Alors, donc, tout ce qui va aider, tout ce qui va faciliter hommes, femmes, on sent que les mesures sont prises. Et ça, je le salue beaucoup parce que le domaine du droit est un domaine quand même difficile. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, là. C'est un modèle assez traditionnel, hein, puis on est peu ouvert au changement. Mais tout à fait, parce qu'on sent vraiment ce renouveau-là, puis nos jeunes avocats les revendiquent leur congé. Donc, le deuxième point, il y a des opportunités. Bon, que les femmes ont dit... si les femmes ont moins d'opportunités, des fois, c'est parce qu'on les voit moins, mais aussi parce qu'elles ne saisissent pas les occasions. On revient encore avec le foutu problème de confiance en soi. Pourquoi est-ce que notre confiance, quand on est belle, bonne, intelligente, qu'on est allé à l'université, qu'on a tout, même des fois plus diplômé encore que les collègues masculins, pourquoi, lorsqu'on se retrouve dans ce cadre professionnel-là, notre confiance est mise à l'épreuve? Qu'est-ce qui se passe selon vous? Y a-tu... Vas-y, Marie, vas-y. On a tout le goût d'y aller. Moi, je pense que c'est le sentiment de la première de classe. Et là, on rejoint ton point, Sophie, tout à l'heure. Je trouve que nous, les femmes, et là, mon Dieu, que je m'inclus là-dedans, il faut toujours qu'on ait tout réussi, qu'on ait tout parfaitement, que ce soit parfait, que le moindre détail soit contrôlé. Alors, évidemment, dès qu'il y a une petite faille dans cette perfection-là, bien, ça nous affecte beaucoup parce qu'on est tellement identifié à ce désir de perfection, surtout quand, en plus, on a dans notre personnalité un sens du perfectionnisme, une rigueur très, très imprégnée en nous, bien, ça devient incontrôlable. Et donc, moi, je pense que ça, c'est une piste de raison pourquoi notre confiance peut facilement être ébranlée parce que nous, contrairement aux gars, on ne souffre pas trop. C'est-à-dire que nous, on souffre généralement plus du syndrome de l'imposteur. Je fais juste une petite parenthèse. Je vais vous donner un exemple. On est dans une situation où on doit faire, en bon québécois, un pitch juridique. On doit aller chez des clients. Mais moi, je ne peux pas aller vendre quelque chose que je n'ai jamais essayé. Voyons donc, Marie, tu as déjà plaidé, ça fait 25 ans que tu fais ça, tu devrais être capable. Non, mais moi, je n'ai jamais plaidé ce dossier-là. Collègue masculin à côté, pas de problème, attends un peu, donne-moi les faits. Alors, donc, une approche complètement différente. Et, bien, c'est ça, manque de confiance. Et pourtant, je me considère une femme confiante en moi. Mais malgré ça, je perpétue ce cliché-là à l'égard de moi-même dans bien des situations. Puis, on n'a pas... la femme prend moins de risques. Oui. Et là, quand elle prend un risque, et que, bon, il y a des demi-succès, on ne réussit pas tous les fois, bien, la confiance s'ébranle. Alors, c'est avant de remonter en selle pour dire, bien, je reprends un risque, bien là, tu y penses plus, mais il faut se débarrasser finalement. Il faut continuer à oser et à... Alors, ça prend un lâcher-prise aussi. Il y a un lâcher-prise. Oui, ça il y a prend un lâcher-prise, lâcher-prise. effectivement. Valérie, j'ai le goût de t'entendre parler de risque parce que toi, tu es avec des entrepreneurs. Les entrepreneurs sont très habitués. Tu le gères, mais oui, comme bancaire. Les entrepreneurs, ils gèrent le risque quotidiennement. Donc, tu côtoies des hommes, des femmes. Est-ce que tu vois une différence dans l'approche face au risque entre les deux? Énormément, mais je pense que Marie a très bien décrit ce que les femmes ont besoin pour prendre un risque. Et souvent, un homme va être dans l'action, la femme va être dans la réflexion. Donc, oui, c'est bien de réfléchir parce que quand je regarde dans mon comité de gestion, c'est sûr que j'ai beaucoup d'actions dans moi, mais je suis capable de prendre du recul puis d'amener cette énergie-là dans mon comité de gestion. Donc, c'est bien qu'une femme réfléchisse. Mais l'action, faut y aller. C'est là, c'est chaud, il y a une opportunité, on y va. Donc, oui, effectivement, il y a une très grande différence, mais en même temps, la femme entrepreneur, quand elle fait quelque chose, c'est très bien fait. Elle arrive avec son plan d'affaires, c'est bien monté, c'est clair, elle a réfléchi. Maintenant, nous autres, on essaie, j'ai Marie-Noël qui est ici, qui est une des directrices de compte qui travaille à la BDC, puis on s'en parle, on la voit la différence, on essaie de les pousser à passer à l'action après.
Ouais, c'est un petit peu notre rôle. OK. Moi, je serais curieuse d'entendre Marie-Pierre là-dessus. parce que Marie-Pierre, ben oui, notre entrepreneur. Sincèrement, l'entrepreneur. J'aime bien faire des parallèles avec moi, là, que quand j'ai commencé en carrière, j'ai lu un livre qui a changé ma vie sur la loi de Pareto. Est-ce que les gens connaissent la loi de Pareto du 80-20? En tout cas, moi, j'étais vraiment pas bonne dans le concept de la loi de Pareto. Là. Moi, je voulais avoir comme 120 %. Et pourtant, je n'étais pas une première de classe, loin de là. L'Université Laval pourrait vous le dire. J'ai eu une lettre la première session de me dire que si j'avais une autre session comme ça, on me sortait de l'école. Puis finalement, j'ai eu un prix comme meilleure diplômée avec une carrière fulgurante. Fait que ça veut rien dire. Alors, pour vos enfants, ça va bien. J'avais déjà lu que les C dirigent les A et les B travaillent au gouvernement. C'est toi, Marie. Oui, genre, voilà. Alors, c'est ça. Et donc, la loi de Pareto a changé ma vie parce que, tu sais, quand on dit justement les risques, les femmes ne sont pas capables de prendre de risques, moi, j'aime bien dire goûtez-y, puis dites-moi si ça goûte bon. Mais là, ça a l'air un peu bizarre. Parce qu'à chaque fois qu'une femme prend un petit risque, puis elle se rend compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça, c'est comme monter une montagne. C'est la première fois que tu t'en vas faire du hiking, tu t'en vas faire une course, là. Écoute, 30 minutes de course, c'est impossible. Tu cours 1 minute, puis après ça, tu marches. Tu recours 1 minute, tu marches. Puis là, tu y vas au fil du temps. Les risques, c'est la même chose. Les risques que je prends présentement, les gens me disent, ben voyons, tu sais, c'est incroyable, les risques. Ben, pour moi, c'est pas si incroyable que ça parce que j'ai tellement d'expérience à savoir c'est quoi, comment ça fait mal quand tu prends un risque qui n'est pas le bon ou comment ça fait vraiment, vraiment du bien quand on y arrive. Puis un risque, c'est comme jouer au baseball. Il n'y a pas de gars dans la salle beaucoup, là, à part John. Bonjour, John. J'ai joué au baseball, moi, quand j'étais plus jeune. Au bat de baseball, il n'y a personne qui a 100 pour jouer puis faire des buts. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des moyennes au bâton. Et les moyennes au bâton, donnez-moi un joueur qui a 100 de moyenne au bâton. Il n'y en a pas. Puis fait que le jour où est-ce que la portée des risques qu'on prend est plus supérieure à la moyenne des risques qu'on prend, pour moi, on vient de gagner. Mais ça, c'est très masculin de penser comme ça. Les femmes le prennent plus personnel aussi. Ben oui, quand on connaît un échec, on le prend beaucoup plus personnel. Je travaille avec une gang de gars et eux se relèvent d'un échec ou d'un conflit, ils vont prendre une bière ensemble, c'est fini, ils n'en reparleront plus jamais. Ils ont appris, eux. Ben oui. Ils n'ont pas eu d'échec. Après ça, nous, on reste pris avec ça dans notre tête, on y pense pendant des semaines. C'est ça, c'est que c'est. Mais je pense que ça s'apprivoise. C'est comme tu disais, ça s'apprivoise parce que si tu ne l'as jamais fait. Mais on devient accro à ça. Ben, c'est ça. Demande-moi d'arrêter de prendre des risques, je vais te dire de quoi tu me parles. C'est sûr qu'à un moment donné, tu évolues puis tu deviens une autre personne, littéralement. Là. Et c'est là aussi, je pense, qu'on fait confiance à notre destin. Parce que notre instinct, dans le sens que d'habitude, en tout cas, la femme a plus la personnalité analytique, justement, réfléchie, tandis que pour saisir des opportunités, tu n'as pas le choix de prendre des risques. Oui, tout à fait. Alors, c'est d'apprivoiser le risque et de faire confiance. Oui, et c'est un instinct, exactement. Sachant... Excuse-moi. Puis le retour, là, tu sais, quand on fait toute la même chose, puis on revit tout, qu'est-ce qu'on a fait, puis quelle décision qu'on a prise, puis que, mon Dieu, qu'on n'était pas bonne d'avoir pris ces décisions-là, là, bien, c'est pas correct comme comportement parce qu'on est toujours plus intelligent après que le moment présent où est-ce qu'on a pris le risque, où on a pris la décision. Et puis ça, après 16 ans de boulot puis de risque que je prends, il faut encore que je me le redise à peu près tous les jours. Il faut encore que je me dise, non, Marie, arrête, là. C'est parce que, tu sais, cette journée-là, tu as pris 52 décisions. OK, il y en a une qui n'était pas super. Mais là, capote pas, arrête. Mais tu sais, on devient fâché contre nous-mêmes. Mais... Il va toujours en rester. Il faut être capable de gérer. On revient au lâcher-prise. Il faut avoir conscience. Il faut être capable de laisser tomber la balle des fois. Le lâcher-prise, Isabelle, est le droit à l'erreur. Oui, tout à fait. Parce que ça se ressemble comme concept, mais ce n'est pas tout à fait exactement le même. Et de se permettre de se tromper. Et comme dit Marie-Pierre, parce que j'aime bien ton point, de se dire que peu importe ce qui en ressortira, tant mieux si c'est un franc succès, on en sera tous grandis, puis peut-être même qu'il y aura un rayonnement pour d'autres aussi. Mais simplement de se dire que même si ce n'est pas un succès, on va quand même avoir appris, on va quand même avoir grandi. C'est pas juste un cliché, là, c'est une réalité de la vie. C'est vrai. J'ai le goût de vous amener un peu ailleurs en sachant que les femmes sont ambitieuses. Alors ça,
ça, on part du fait, on a lancé, on dit à toutes les entreprises, vos femmes dans votre organisation, 73 % d'entre elles sont ambitieuses. Mais vous savez aussi qu'elles manquent de confiance, qu'on a la difficulté à prendre des risques et probablement que les opportunités sont moins claires pour elles. Qu'est-ce qu'une entreprise devrait faire pour soutenir finalement cette progression-là? Avez-vous des suggestions? Bien, moi, je pense qu'il y a peut-être l'accompagnement d'une femme inspirante qui est à la tête ou qui a un poste d'envergure avec un jumelage avec des plus jeunes. Du mentorat. Du mentorat, mais vraiment de l'accompagnement. Un peu comme sous le thème de l'EFEA, là, je pense que dans les organisations, puis je pense que vous avez commencé à le faire, je pense que ça peut drôlement aider. D'avoir vraiment un modèle dans l'entreprise avec un accompagnement pour les plus jeunes. Oui, tout à fait. C'est intéressant. Est-ce que vous avez d'autres propositions? Oui, bien, à la Banque nationale, il y a 4 ans, on a lancé le réseau Femmes en tête. Et je suis marraine du réseau avec Diane Derry. Ça a vraiment été extraordinaire. Et le but du réseau, l'objectif, c'est vraiment d'aider les femmes à atteindre des postes de direction et aussi de réseauter entre elles. Et on a connu beaucoup de succès, créé beaucoup d'opportunités d'affaires avec notre réseau. Okay. Je l'encouragerais. Encore. Fait que donc, le réseau, ça, c'est effectivement un élément qui revient souvent. Les femmes, leur réseau sont moins solides et c'est démontré qu'un réseau vaste, diversifié, aide à avoir une carrière pas glorieuse, mais plus tripante, si je peux dire, plus intéressante. Je sais que dans mon milieu de travail, comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance d'être vraiment dans une organisation assez progressiste, même si on est dans un milieu traditionnel. Et notre associé directeur prend le temps, de façon très, très régulière, d'informer. Parce que je crois que quand on sait quels sont les enjeux d'une organisation, on la comprend mieux, on se sent plus, on se l'approprie et je pense qu'on a moins l'impression qu'on a à jouer du coude pour prendre notre place. Alors déjà, des séances d'information, puis des séances aussi d'écoute. Quand tu dis séances d'information sur l'enjeu de la faible représentation des femmes dans l'organisation, je parle au sens large. Je pense au sens large. Alors, c'est parce que la question de départ était comment les entreprises peuvent aider les femmes à prendre leur place. Alors donc, moi, je trouve qu'une entreprise qui prend le temps d'informer ses employés, hommes-femmes, parce que je pense que ce point-là est valable pour l'ensemble de l'œuvre. Donc, d'informer quels sont les enjeux auxquels on doit faire face. Chacun se sent mobilisé et a donc encore plus envie de s'investir pour pouvoir assurer le succès de l'entreprise. Mais du même souffle aussi, une organisation qui prend le temps d'écouter, de rencontrer que ce soit les femmes ou encore une fois, là, ça pourrait être aussi les jeunes hommes, mais les femmes pour identifier toi, tes préoccupations pour ta carrière à toi, c'est quoi? Tu le vois comment? Tu te positionnes comment? Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme patron, pour t'aider à te donner les outils pour développer? Ce ne sera pas toujours possible de les mettre en œuvre parce que parfois, il y a des choses qui sont trop idéalistes ou enfin non applicables. Mais quand on a quelqu'un d'ouvert à la tête de la direction ou une équipe de direction, justement, à l'écoute, bien, je pense que c'est assez prometteur parce que chacun a l'impression de prendre sa place et ça donne envie de la prendre. Quand on te l'offre, il y a des gens qui ont plus de facilité à aller se l'approprier, mais ceux et celles pour qui c'est plus difficile, le fait d'avoir ce climat-là va être très propice, je pense, à s'épanouir davantage. Mais il y a un rôle aussi qu'on peut jouer tout simplement de le faire, ce jumelage-là, cet accompagnement-là auprès de personnes qui t'interpellent. Moi, je le fais d'emblée. Quand je sens qu'on me questionne ou on veut que je les aide ou je les soutienne, ben moi, je le fais volontairement. Ben oui, on n'est pas obligé d'avoir également une structure pour y arriver. C'est de prendre... Les deux volets. Alors, en fait, idéalement, les deux volets. Organisés, mais spontanés. Informels. Organisés. Je sais qu'à la BDC, nous autres, c'est vraiment très important. On cible des gens qui ont le potentiel, mais ça peut être aussi des gens au quotidien qui n'ont pas nécessairement le goût d'avoir des postes de gestion, mais qui ont des capacités de se dépasser, puis on le voit, on voit leurs forces, puis on les développe. Puis on les met dans des situations où est-ce qu'ils vont avoir des succès, puis ils vont dire, je suis capable de faire ça, moi. Donc, c'est ça, il faut y penser. Un peu plus. Moi, j'ai vécu quelque chose de peut-être un peu différent. C'est que j'ai eu un challenge. J'avais trop de femmes dans mon organisation. Donc, je sais que c'est arrivé à peu d'entreprises, là. Et mon comité de direction était 100% féminine. Et on avait toutes la même âge et on tombait toutes enceintes en même temps. Fait que c'était exceptionnel comme gestion. Et je me suis rendu compte que ça soit des femmes ou que ça soit des hommes, le problème demeure le même. Parce que l'entreprise, avec 100% de femmes au niveau de la tête, c'était émotif, là, c'était épouvantable. J'avais beaucoup, beaucoup de difficultés à gérer l'émotion. L'émotion était à très, très haut niveau dans mon organisation. Alors, j'ai commencé à embaucher des hommes, mais pas parce que je me suis dit, il faut absolument que j'embauche des hommes. On a diminué la culture matriarcale de l'organisation.
fait que c'est assez spécial à dire. Pour ramener un peu plus, parce que les hommes qu'on embauchait, tendance à être efféminés. Non, c'est puis je suis dans un. Puis les hommes qu'on avait, c'était des conseillers, les formateurs, tout ça, mais vraiment, là, tout ce qui était drivé, c'était matriarcal. Peut-être à cause du type de personnalité que j'ai, et j'attirais des femmes qui voulaient se craquer, là. Fait que là, on a rétabli la situation, et maintenant, je peux pas dire qu'on a une culture matriarcale, je peux pas dire non plus qu'elle est patriarcale. Elle est androgyne, je sais pas comment on peut dire ça. Mais c'est la force de la diversité. Ben oui, c'est ça, ça revient au même principe. Problème. Oui, les équipes mixtes, les CA mixtes, malade, là. mieux. Ben oui, c'est certain, ça prend... J'ai le goût, le temps passe très vite, puis j'aimerais ça entendre les gens dans la salle vous poser des questions juste avant le sujet. Famille, carrière, est-ce que c'est possible de tout avoir? Nous, on a demandé aux femmes, et c'était une de nos grandes découvertes, surprises dans ce sondage-là, dans quel ordre où arrive la famille dans les freins, dans l'ensemble des freins, des obstacles que vous vivez pour réussir votre carrière. Mais la famille est arrivée au quatrième rang. Voilà. Alors, pour nous, ça a été un grand étonnement. Et de l'autre côté, on a posé évidemment la même question aux hommes. Et les hommes disaient, bien, selon nous, la famille, c'est le premier obstacle des femmes. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait un clash très intéressant entre la perception d'un groupe, des gens qui souvent décident aussi qui va être le prochain directeur, le prochain vice-président, versus des femmes qui le vivent, elles, puis qui disent, oui, c'est challengeant, mais c'est pas assez pour dire que ça m'empêche de me réaliser. Comment vous prenez ces chiffres-là? Est-ce que vous êtes étonné que les femmes l'aient mis au quatrième rang? Très étonnée. Moi, j'étais surprise. Ouais. Vous êtes surprise? En fait, c'est étonnant qu'ils le disent, je pense, parce qu'il y a un sentiment de culpabilité derrière la famille qui est très, très fort que j'aurais pensé voir dans le sondage. Fait que déjà, en partant, bravo à nous. On est capable de dire clairement que c'est pas un enjeu, puis ça veut pas dire qu'on se sent pas coupable. Mais la perception, moi, ça me dit à ce moment-là que ça veut dire que le gestionnaire homme qui est en place, là, je veux dire, qui voit une jeune femme d'une début de trentaine, il va y penser là, qu'elle peut tomber enceinte, puis qu'elle est dans ses bébés, puis tout ça. Puis c'est la réalité, là. Je veux dire, il y a des discussions autour de ça, mais... Moi, je pense que la famille, c'est pas un frein du tout. Au contraire, je pense que ça nous permet juste de nous organiser encore plus pour être encore plus performante parce qu'on a d'autres choses hors boulot à prendre soin, tu sais. Exactement. Il faut accepter de délaisser des tâches, être bien organisé. Puis les tâches, souvent, c'est pas les tâches à valeur ajoutée. Non, c'est pas celles qu'on veut. C'est vraiment pas ça, là. On est juste meilleurs. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on montre un bel exemple. La maternité, c'est pas juste le temps qu'on passe, mais c'est aussi l'exemple qu'on donne à nos enfants. Souvent, ils sont fiers de ce qu'on fait, puis sont fiers de voir qu'on est heureuse dans notre travail. Mais ça prend juste une bonne organisation. Dans le sens qu'il faut gérer les priorités, pas de culpabilité. Faut arrêter de vouloir chercher à avoir la perfection. Je pense que ça, pour y arriver, il faut jongler avec ça. Un écosystème? Ben, c'est l'écosystème, ça effectivement. Prend un village pour Puis, enfant. Je pense que moi, j'ai réalisé dans les dernières années que il y avait une solidarité féminine dans les femmes d'ambition. Moi, je l'ai constaté parce qu'on s'entraide entre nous. Alors, si moi, je suis à Montréal puis que j'arrive juste pour l'école au retour de Montréal, ben j'ai une maman qui va s'occuper, puis une autre fois, c'est moi qui va prendre le relais. Puis, tu sais, Marie, on en discutait, on se disait, bon, ben, avec les horaires qu'on a pendant l'automne, on va s'aider. C'est ça. Il faut avoir un plan. Moi, je pense que c'est ça. Il faut en être conscient que ça risque d'être un enjeu, que ça risque d'être quelque chose qu'il va falloir adresser. Puis il faut l'organiser, c'est tout. Donc, c'est pas de se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, c'est pas bien vu, ou je pourrais pas m'en occuper, j'aurais pas du bon. Non, mais tu organises ça, tu es un bon leader ou tu as des capacités de déléguer ou autre chose, bien, tu le fais dans la même chose au niveau de la famille. Moi, je pense que ça se fait très bien. Puis même, c'est enrichissant. Les enfants, ça nous amène plein de défis. Mais aussi, si je reviens un peu sur un point que je faisais tout à l'heure, bon, je parlais de ma propre expérience. J'imagine que je ne suis pas la seule à le vivre comme ça. Je pense que de façon candide ou transparente, dans mon cas, en tout cas, si j'y reviens, j'ai dû faire des choix en fonction du fait que j'avais des jeunes enfants. Ceci étant, comme je le mentionnais aussi tantôt, c'était très assumé. Et donc, ça revient au fait que
un peu ce que tu dis, il y a une réalité. Chacun la vit avec différents barèmes. D'autres vont le vivre mieux que d'autres. Puis, bon, chacun vit ça avec ses valeurs et sa réalité. Le type de travail aussi que fait le conjoint dans tout ça, là, tout ça va s'imbriquer. Mais à partir du moment où c'est assumé, à partir du moment où tu as justement, puis là, je rejoins tout à fait un point de Marie-Pierre, où tu considères que cette famille-là te complète, te rend meilleure, te rend plus épanouie, te rend plus sereine sur un paquet d'autres aspects, ça devient une force. Et donc, de le travailler en fonction de ça, puis d'accepter aussi que peut-être, en tout cas, moi, parce que là-dessus, je me distingue peut-être un petit peu du discours de mes 4 coéquipières, bien que je comprenne tout à fait leur point de vue. Moi, personnellement, j'accepte qu'il y a des choses peut-être que je ne pourrais pas faire. Je ne sais pas si je rejoins quand même votre idée. Oui, c'est un très bon point. C'est ça. Mais à cause que tu es associée avocate et que tu as une grande carrière, tu as fait aussi des choix d'opportunités par rapport à ça. Tout à fait, c'est ça. Fait que c'est pas juste à cause de la famille. Absolument. C'est les choix que tu fais professionnellement. Tout à fait. T'amènent à faire des choix d'opportunités Absolument. aussi. Puis d'accepter que, donc, en tout cas, encore une fois, je reviens juste à moi, là, parce que je comprends bien qu'on puisse peut-être penser différemment. Mais moi, dans mon cas, je me suis dit, quand je soupèse 2 aspects, si mon équilibre personnel, ce qui va donc inclure ma famille par ricochet, se trouve à être trop brusqué puis que je ne suis pas bien là-dedans, ben parfois, de façon très sereine, je vais faire le choix de passer à côté d'une opportunité. Et pour moi, ça, ce n'est pas manquer d'ambition. Ce n'est pas ne pas se réaliser et ce n'est pas être capable de saisir les opportunités. C'est juste que je colle à ce que moi, je suis et ce que j'ai envie d'être comme mère, comme femme, comme professionnelle, comme conjointe. Voilà, c'est ça. Alors, tu sais, donc, en fait, je ne suis pas nécessairement en disconnect avec ce que vous dites, mais c'est juste une petite nuance que je... Mais quand même, Marie, tu as quand même une position assez enviable et puis aujourd'hui, il faut quand même que tu organises ton temps. Alors, tu as des choix à faire, mais tu quand même... Montrer ton ambition, tu es impliqué dans plein de choses, mais il a fallu que tu t'organises. Oui, donc, ça absolument. se fait. Toutes nous autres, ici, on a des enfants. Puis il faut dire aussi que si tu veux quelque chose de fait, demande à quelqu'un d'occupé. Hein? C'est la personne occupée a un spectre de possibilités et de solutions souvent plus rapide, efficace, hein? Puis il y a moins de choses qui font peur, justement, quand tu es habitué d'en gérer quand beaucoup. Tu penses trop, là. C'est ça. Alors, quand tu es habitué de gérer là, tes courriels dans la demi-heure, puis qu'il faut que tout roule constamment, puis que tu arrives après une réunion, puis il y en a 75 dans la boîte et que, bon, tu as ci et ça. Bref, quand tout ça se passe dans ta vie au quotidien, gérer une petite crisette à la maison, ça devient un peu, finalement, très facile. Là. Ouais, alors, il y a tout ça aussi là, qui entre dans l'équation. Bien, merci beaucoup. En fait, pour clore ce petit dossier, cette partie-là sur la famille, j'ai le goût de raconter, en fait, Sophie Brochu, présidente de Gaz Métro, elle disait quelque chose de très intéressant, c'est quand j'ai un gars qui me fait signe dans un meeting, qui doit partir à 4h30, 5h, peu importe, pour aller chercher son garçon à la maison, ben ça me fait doublement plaisir parce que je sais que je suis en train d'aider une femme qui est en train, elle, de vivre sa carrière aussi. Alors, il faut garder, je trouvais que c'était intéressant comme à garder en tête, comme vous êtes toutes des dirigeantes aussi. C'est clair. Alors que les hommes, évidemment, font complètement partie de cette équation-là dans le succès des femmes. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à venir à poser. Ça nous fait plaisir d'y répondre. En fait, plutôt qu'une question, c'est avant tout, je veux vous féliciter, mesdames, d'avoir voulu embarquer dans cette aventure. Bravo. C'est plein de femmes comme vous, inspirantes, qui sont prêtes à s'investir dans la communauté pour inspirer à votre tour d'autres femmes, pour transformer la vie d'autres femmes comme moi, que j'ai suivi l'FEA dernièrement. Et je peux vous en témoigner, ça m'a vraiment transformée d'une fille plutôt timide. Je me positionne maintenant comme une fille beaucoup plus ambitieuse, qui ose se positionner comme un rôle modèle pour les autres femmes latino-américaines, immigrants, pour montrer que c'est possible de faire carrière à Québec, que c'est possible de démontrer sa capacité, qu'il faut juste pas être douée puis être compétente, il faut être visible, s'assumer, se positionner. Alors, merci beaucoup, bravo, et ça prend vraiment beaucoup plus de femmes comme vous. Merci. Bravo! Est-ce qu'il y a une autre question? Tous les sujets sont bons, hein? Dans la salle. Moi, c'est pas une question, c'est surtout un commentaire venant d'une future mamie, parce que ma fille est enceinte. Donc, je vous dépasse en âge, j'ai 54 ans, puis j'en ai vécu des choses, puis je regarde ce qui s'en vient, c'est vraiment fantastique. Moi, il y a 20 ans, j'ai osé appeler mon patron pour lui dire que je voulais un poste. Ça se faisait pas dans le temps. Et c'était vraiment... Même moi, j'ai eu peur de moi-même. Alors, je vous écoute aujourd'hui, puis quand on dit encore aux filles « Ayez pas peur, foncez », je pense que ça s'appliquait dans mon temps.
mais ça s'applique encore plus dans le vote de ce que je vois. Arrêtez d'avoir peur. Moi, ça a été une leçon à mes filles, puis j'en ai 2. Arrêtez d'avoir peur. Vous êtes toutes capables de faire ce que vous voulez. C'est vous autres qui allez vous arrêter. Puis je pense que c'est le mot d'ordre. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est nous autres qui nous empêchons de le faire. Il n'y a personne d'autre qui peut nous en empêcher. Et un non, on l'a déjà. Alors, pourquoi ne pas essayer quelque chose si on veut vraiment avoir quelque chose? Mais la meilleure chose que je vous dirais, c'est montrer le modèle à vos enfants, à vos filles, à vos nièces. Montrer que vous êtes capables, ils vont vous suivre. Mais bravo, c'est très inspirant. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il faut que je me lève? J'étais vraiment bien assise. Non, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. C'est vraiment agréable de voir des modèles, des femmes. Là, je me dis, oh, ça serait le fun un jour. Moi aussi, j'aimerais parler devant tout le monde. Quand vous mentionnez un peu la différence ou la complémentarité entre les hommes et les femmes, j'ai vécu ça dernièrement dans mon couple. Et c'est là qu'on parle souvent du manque de confiance des femmes, etc. Mais je me rends compte, dans une conversation que j'ai eue avec mon chum, on voulait vraiment, je voulais négocier quelque chose dans le cadre du travail. Et là, je dis, il faut vraiment que je me prépare. Puis, donc, lui, il m'a dit, OK, on se met en situation. Et il m'a dit, c'est sûr qu'ils vont te dire ça, 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 ça. Je dis, mais ils peuvent pas me dire ça, parce que s'ils me disent ça, je vais vouloir vraiment me cacher en dessous de la terre. Mais lui, il me dit, mais ça fait partie de la game. Il dit, parce que c'est juste un jeu. Et je pense que c'est vraiment là que ça a changé un peu ma perception de ce qui est la négociation. Et c'est là que je me suis dit, c'est pour ça que les hommes sont vraiment hot souvent en négociation, parce qu'ils prennent comme un jeu d'échiquier, puis ils bougent les pièces, puis ils sont pas en train de se dire « Oh, est-ce que c'est parce qu'elle m'aime ou m'aime pas? » Ils ne ramènent pas à eux. C'est ça. Exactement. Donc, c'est là que je me suis dit, ah, bon, si je fais ça peut-être dans ma vie professionnelle ou personnelle, ça va apporter finalement des résultats positifs. Mais une chose que moi j'apprécie beaucoup de votre part, c'est que vous avez parlé à votre conjoint de ça, première étape. Deuxièmement, vous avez voulu vous mettre dans l'espace dans lequel vous vous retrouveriez, donc quelles questions je me ferais poser. Vous avez dit, oh mon Dieu, j'aurais peur. Vous êtes devenu vulnérable. Vous avez vu que vous aviez peut-être des écueils à ce niveau-là. Et vous avez ensuite, vous êtes dit, ben non, je comprends. Votre conjoint vous a dit, non, fais ça, fais ça, fais ça. Puis vous avez redressé la tête. Puis l'avez-vous fait? Oui. Ah, bravo! Mais je me suis dit, bon, c'est une première fois. Premier succès. Bravo! Et aujourd'hui, vous avez pris le micro. Ça, un premier petit pas. Mais il y a pas juste, il y a aussi, il faut se dire, il n'y a pas juste une façon de faire les choses. Et je pense qu'il faut accepter ça aussi. Chacun a sa couleur, chacun a sa personnalité. Moi, je vous parlais tout à l'heure de ma propre expérience où j'ai réalisé, quand j'étais plus jeune, que quand je brassais trop la cage, que dans mon cas, ça ne donnait pas les résultats que je pensais donner. J'ai changé mon approche. Est-ce que mon approche est la seule? Non. Est-ce que c'est la meilleure? Non. Mais c'est celle qui correspondait à qui je suis. Et je pense que ce qui fait que maintenant, j'obtiens ce que je souhaite obtenir dans ces situations-là, c'est que je colle à moi-même. Je suis très, très authentique. Mon interlocuteur le ressent et cette confiance-là mutuelle me donne confiance à l'interlocuteur et c'est ça qui alimente la roue, la machine finalement. Donc je pense que c'est important de rester collé à soi-même. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup à ce sentiment-là d'authenticité. Là. C'est de l'essai-erreur, c'est ce qui est Absolument, intéressant. oui, tout à fait. Il y a pas... Puis à chaque fois que vous avez quelque chose qui vous arrive comme ça, allez-y. On ne se pose pas de questions. Souvent, les femmes, on se pose plein de questions. Moi, ça m'est arrivé quelques fois. Il y a des choses que j'ai dit non pour différentes raisons, mais la plupart du temps, j'avais des opportunités, puis je me disais, ma souris, elle partait dans sa petite cage, là, puis là, elle disait, bon, non, tu ne seras pas capable, ou telle affaire. Puis là, à un moment donné, bon, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Le non, que je me fasse dire non. Puis si j'y vais ensuite, ben j'ai tellement de gens autour de moi et je suis tellement compétente. Il faut se le dire, quand on est bon, ben, je vais réussir. Si je ne réussis pas, ben, je trouverai autre chose, il y aura d'autres opportunités. Alors moi, je suis très fière de vous, c'est le fun. Oui, bravo. Une question. Petite question. Donc, comme vous vous doutez sûrement, je n'ai pas une carrière encore, là, je suis étudiante. Moi, je me demandais votre point de vue par rapport aux études. C'est sûr que le moule, l'encadrement scolaire
c'est vraiment d'avoir des notes, de livrer des résultats, après se présenter avec notre bulletin. Veux pas, il y a comme cette première partie-là, mais je me demandais au niveau des femmes, est-ce que pour vous, c'est vraiment, disons, l'école qui vous a amené votre premier pas vers la confiance en soi pour vous développer par la suite? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Moi, je dirais que non. Pour ma part, ma confiance en moi est venue avec l'acceptation, premièrement, la connaissance de ce que je suis, accepter que je ne suis pas bonne dans tout. Donc, essayer des choses, travailler dans différents départements dans mon organisation, avoir des gens différents autour de moi qui me disent « Hey, il est bien bon, lui, comment il fait les choses? » Donc, moi, c'est d'accepter qui je suis, avec mes grands défauts. Je ne parle pas aussi bien que Marie, que je trouve donc qui s'exprime bien. Je ne suis pas aussi peut-être dynamique que Marie-Pierre. Tout le monde a des choses, mais moi, j'aime la différenciation. C'est quand on accepte qui on est que là, on commence à être confiante puis dire, bon, mais parfait, je vais aller chercher les bonnes personnes autour de nous. Fait que l'école, pour moi, quand j'embauche, je cherche plus des personnalités, des gens qui ont vécu des choses. Que c'est sûr qu'il faut avoir la base, là, mais à l'école, on peut vivre des belles choses de réseautage. Je pense que... Il faut saisir les opportunités. Je pense que l'ambition, ça se cultive. Et donc, que ça soit à l'université, que ça soit au cégep, c'est de s'impliquer, c'est de s'engager dans des causes qui vous animent, qui vous intéressent. Puis ça, c'est ça l'expérience qu'on va chercher. Parce qu'au-delà, évidemment, des diplômes, on veut des gens qui ont justement de la personnalité, qui ont de l'expérience, qui ont du vécu. Et ça ne se fait pas nécessairement juste en étant payé. Ça se fait dans toutes les implications, que ça soit du secondaire jusqu'aux hautes études. Alors, si j'ai peut-être un conseil, c'est de dire, au-delà des notes, il est mieux d'avoir une note un peu plus basse, mais de prouver que vous avez rayonné, que vous êtes impliqué à différents niveaux, puis que vous avez eu des réussites, des succès. Ça va être encore plus convaincant. Puis en même temps, ça va être bon pour la confiance parce que le sentiment d'accomplissement, ça fait en sorte que la confiance naît. Moi, je compléterais. Non, je te passe. Moi, en fait, dans mes entreprises, j'ai des centres de formation. Alors, c'est sûr que je vais avoir tendance à dire oui et non. Pour moi, secondaire, cégep, université, premier bac, n'ira pas chercher la confiance des étudiantes ou des étudiants. Ce que ça va donner un bagage, une façon de s'exprimer, synthétiser l'information, ouvrir certaines portes. Ça, pour moi, c'est important, oui et non. Dans mon organisation, j'ai justement la maman de Gabriel chez nous, qui est un gars qui n'était vraiment pas dans le réseau scolaire, et c'est un des meilleurs conseillers qu'on a chez nous. Il est lead cloud et tout ça. Il rayonne, il a 27 ans. Il fait plus d'argent que 50% de mon staff, là, et plus encore. Pourquoi? Parce que la base est allée la chercher de façon plus difficile avec l'expérience et avec un entourage, un écosystème et tout. Mais j'ajouterais que oui, sur le cadre supérieur, donc les formations d'études supérieures, tout ce qui va toucher formation continue, deuxième cycle, exécutif, tout ce qui est hors pays, moi, je vais avoir tendance à te dire que c'est quelque chose qui va vraiment venir compléter. De plus en plus, sur Google, vous pouvez trouver des cours qui sont gratuits d'Harvard, MIT, Stanford. Et à chaque fois, j'en parle parce que moi, je suis allée me chercher l'équivalent d'un MBA exécutif à Harvard après avoir déjà eu un MBA à l'Université Laval. Donc, je l'ai terminé en 2012. Ça a changé littéralement ma vie. Ça a changé aussi la perception des autres par rapport à qui j'étais. Ça a changé aussi ma façon stratégique de penser, puis la façon dont je faisais du micromanagement. J'ajouterais aussi que quelqu'un qui a des notes ordinaires, comme moi, à mon bac, qui avait des notes ordinaires, mais qui faisait une multitude de choses en même temps, donc qui travaillait aussi en même temps, pour moi, ça a une valeur supplémentaire que le premier de classe qui va me donner son CV. Alors, je vais regarder toujours qu'est-ce que l'individu, surtout sans expérience ou à moins de 3 ans d'expérience, qu'est-ce que la personne faisait pendant ses études. Et ce qui va m'impressionner, c'est le travail, c'est d'aller chercher des sous à côté, c'est visiting student ailleurs ou quoi que ce soit. Ça ne sera pas, je ne demanderai pas le bulletin.
Fait que je sais pas si ça t'aide dans plusieurs... Ça donne plein de chemins, dans le fond. Puis peut-être aussi, ça dépend de ton milieu d'enseignement, puis de le métier que tu as Clairement, en tête. médecin, exemple, c'est ça, si tu veux Ouais, être médecin, médecin, t'as pas le choix. c'est sûr que les notes sont... Puis je te dirais qu'en droit, c'est la même chose, dépendamment des gens qui veulent entrer dans différents domaines du droit, par exemple en gros cabinet, les notes sont le passage obligé. Évidemment, une fois que cette première étape-là est passée, tout ce que mes collègues ont dit devient totalement pertinent parce qu'on veut des belles personnalités. On ne veut pas seulement des gens qui se sont consacrés uniquement à l'aspect études. On veut aussi des gens qui savent gérer le stress. On veut des gens qui sont capables de gérer le stress étudiant, qui ont appris donc à inclure ça dans leur vie. Puis on veut des gens heureux. On veut des gens qui sont bien, qui déjà, on sent de la graine de bonheur. L'énergie. Puis de l'énergie, voilà. Puis une passion déjà qui est présente. Et tout ça, bien, ça peut se vivre en même temps que des études très, très sérieuses. Mais c'est sûr que la gestion de tout ça, puis je terminerai peut-être en disant de développer une méthode de travail avant tout. De tout retenir par cœur, c'est très bien pour le premier degré de l'examen le lendemain matin, mais quelqu'un qui va développer une méthode d'analyse, une rigueur de travail, une discipline de réflexion puis de pensée. Moi, pour moi, je fais plus de recrutement au cabinet, mais quand j'en ai fait, je regardais beaucoup ça en dessus de tout le restant parce que je me disais, quand je vais l'avoir dans un dossier, ça veut dire qu'elle va bien raisonner. C'est sûr que moi, je suis avocate, le raisonnement, la structure, c'est très, très important, mais je suis certaine qu'on peut faire le parallèle avec d'autres domaines aussi. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire, savoir qui on est. Puis il faut respecter sa personnalité. Oui. Est-ce que ça répond à ta question? Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Parfait, allez-y. On va en prendre peut-être une ou deux autres. On doit quitter bientôt parce que c'est le lancement, comme je vous disais au début, de l'EFEA. Alors, ça se passe au Musée de Québec. Et vous pourrez nous suivre pendant les 100 jours sur notre site Internet. On documente tout ce qui se passe. Ça va être efe-a.com. Alors, on va prendre ta question. Bonjour, Stéphanie Dauphin, je suis consultante en création d'entreprise. Et puis tout à l'heure, on parlait beaucoup de la peur comme un des principaux facteurs pour lesquels les femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes en gestion. Mais les recherches démontrent qu'un des facteurs vraiment importants, c'est associé à la progression en carrière, c'est le nombre d'heures qu'une femme peut passer au travail, puis à cause de la famille, etc. Non pas par manque de compétences, plusieurs femmes ne peuvent pas mettre beaucoup d'heures au travail. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu des jumelles et j'étais très performante au travail. À un moment donné, il fallait que j'aille les chercher puis que je les dépose tôt le matin. Donc, je ne pouvais pas mettre autant d'heures. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui m'a envoyée vers l'entrepreneuriat. Je voudrais savoir, pour les entrepreneurs qui sont dans les FEA, ça serait quoi vos trucs de productivité? Maintenant, c'est sûr que je peux gérer mon horaire comme je veux, mais en même temps, j'ai des enfants, je les aime et je veux prendre soin super bien de ma famille comme de ma compagnie. Alors, je ne sais pas si vous auriez des trucs de productivité. Je suis une entrepreneur au sein de la banque. Après, non, t'es plus organisée que moi. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels il faut investir beaucoup d'heures, comme les avocats, les comptables. Quand il y a des heures facturables, on n'a pas le choix. Exact. Sauf qu'il y a d'autres domaines comme les entrepreneurs ou, dans mon cas, on n'a pas d'heures facturables. C'est vraiment ce qu'on produit à la fin de l'année qui compte. Donc, même si tu passes 12 heures par jour au bureau, si ton chiffre n'est pas bon à la fin de l'année, tu ne seras pas beaucoup plus avancé. Et j'avais suivi une formation. J'ai un petit truc là, à partager. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. J'avais suivi une formation il y a 15 ans de Paul Kelly. C'était le meilleur vendeur au monde pour IBM. Et ce qu'il nous disait, c'est que un de ses trucs, c'était de poser une action par jour qui allait faire avancer sa business, qui allait vraiment le faire progresser. Et j'ai tout le temps gardé ça en tête. Et à la fin de chaque journée, je me pose la question, est-ce que j'ai posé une action pour me faire avancer ma business? Si c'est oui, mais là, je peux partir, je me sens pas coupable, je suis en paix. Et si c'est non, bien, je fais un dernier appel, puis je pose une dernière action. Et à la fin de l'année, bien, ça fait plusieurs actions qui s'accumulent et
qui nous conduisent vers notre objectif, qui font qu'on est performante. Mais c'est différent pour quelqu'un qui doit facturer des heures, c'est certain. Mais comme Marie-Pierre, entrepreneur, est-ce que tu penses qu'il faut travailler 12 heures par jour? Ou? En fait, je pensais que oui. Oui, avant. OK, avant, mais tu peux utiliser. Avant, oui. Oui, c'est ça. Avant, je pensais que j'allais travailler 18 heures par jour. Je n'étais pas décollable. Mais effectivement, moi, je suis encore plus à la mode que toi. J'ai pris qui prend mari prend pays. Moi, j'ai pris 2 enfants à 24 ans. Puis j'ai commencé à être entrepreneur à 22 ans. Donc, j'ai commencé à élever deux garçons. Puis après ça, j'ai décidé de m'en avoir un 3e, pour le fun, là. Il y a 5 ans. Fait que ce que ça l'a fait, c'est que ce qui m'a sauvé la vie, c'est mon Outlook. Parce que un Outlook, ça nous donne un calendrier direct de où est-ce qu'on met notre temps. Puis où est-ce que tu mets ton temps, c'est où est-ce que tu veux justement aligner ta vie professionnelle, ta vie personnelle. Et j'ai travaillé avec des couleurs. Donc, par exemple, des rendez-vous chez les clients, c'est orange. Des rendez-vous, quand c'est hors Québec, donc Montréal, Toronto, tout ça, c'est bleu. Quand c'est blanc, je suis au bureau. Quand c'est vert, c'est pour moi. Donc, moi, ça peut être moi et mon écosystème familial. Là, ça peut être des rendez-vous chez le médecin, mais ça peut être aussi mon entraîneur. J'ai arrêté de me sentir coupable sur les grappes du 8 à 5, là, le fameux 8 à 5. Là. J'ai arrêté de me sentir coupable sur le concept. Ce matin, j'étais chez mon entraîneur de 8h à 9h, mais j'ai fini de travailler hier à minuit avec du thé vert. Là, tu peux faire des miracles quand les enfants sont couchés. Tu te crains que le problème, c'est que tu dors 4 heures. Mais ce que ça fait, c'est qu'après un mois, tu vois où est-ce que tu mets ton temps parce que tu vois tes couleurs, puis tu vois les rendez-vous que tu as acceptés pour les autres versus pour toi. Et là, j'ai appris à dire non. J'ai appris à dire non, ça, c'est pour toi, ça va aller dans 3 semaines. Il y a des trucs politiques ou il y a des trucs stratégiques que tu n'as pas le choix de faire, mais il ne faut pas que ça remplisse ton calendrier Outlook. Et ça a sauvé ma vie parce qu'au début, j'ai comme enlevé un 10-15 un 20 un 25 mais j'ai encore des soubresauts. Moi, j'appelle ça des bump in the road. Là. C'est qu'à un moment donné, je me rends compte que je suis sollicitée de plein de trucs puis je défocus. Fait que là, après ça, je me rassois devant mon calendrier, thé vert, toujours important, ou le petit verre de vino blanc, là, ça marche aussi. Puis là, tu dis, OK, là, je me suis mis encore dans la merde. Comment je peux y arriver pour arriver à mes objectifs? Je fais la même chose que Sophie, le day-to-day, mais le hebdo aussi. Moi, je me crée un agenda, là, en fait, un rendez-vous le vendredi à 16h qui est tout doux. Tout ce que je m'oblige à faire dans ma semaine, qui est vraiment super important pour dire que ma semaine a été productive. Fait que si à la fin, le vendredi 4h, là, il y a des trucs que j'ai pas fait, mais que mes tout doux qui étaient importants sont faits, je peux partir. Fait que c'est des trucs comme ça. C'est une question, je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que les autres, tes employés, est-ce qu'ils fonctionnent de la même façon? Est-ce que tu as partagé ton... est-ce que ton adjoint... J'ai acheté le business en efficacité professionnelle. Est-ce que ton adjoint organise ton Outlook de la même façon? Puis au début, les couleurs, c'était parce que j'avais une adjointe pas super efficace. Fait que elle arrêtait pas de me booker, tu sais, Montréal-Québec en même temps, puis tout ça. Fait que là, j'avais mis, regarde, quand on est à Montréal, on est en bleu. Quand on est à Québec, on est en blanc. Fait que c'était pour elle. Mais parce que sur l'iPhone, tu vois pas les couleurs. Fait que c'est clairement pour elle. Mais au fil du temps, l'ensemble des gens qui ont mon agenda le savent aussi. Fait que tout le monde comprend les concepts de couleurs. C'est même enseigné dans notre efficacité professionnelle. On a des cours là-dessus et tout ça. D'ailleurs, c'est une activité parallèle que je fais à l'FEA avec mes filles parce que pour y arriver, c'est impossible de ne pas être capable d'avoir une certaine efficacité avec toi-même, sinon tu vas faire trop d'heures. Fait que je suis tout à fait d'accord avec toi. Outre que le volet facturable, parce qu'à un moment donné, tu n'y arrives pas, là, c'est clair. Mais les zones dans mon calendrier sont super importantes. Puis des fois, je vais me permettre, là, à un moment donné, une fois ou 2 mois, je vais dire, ben là, regarde, c'est de la merde, c'est comme ça. Je me prends une journée que je bloque. Puis là, je me dis, OK, je la prendrai pour où est-ce que j'en suis rendue. Puis je vais connecter ce que j'ai vraiment besoin de faire, puis qu'est-ce que je sens là. Parce qu'à un moment donné, j'ai une déconnexion. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, j'allais chercher ma tisse à la garderie un vendredi après-midi, puis j'étais là, puis so what? Je le travaillerai samedi matin. Merci. Je fais un signe parce qu'on me fait un signe du fond de la salle. On a débordé légèrement du temps qu'on nous avait accordé. Est-ce qu'on a du temps pour une dernière question ou c'est... une question d'un homme. Un homme, bonjour, bravo. Et en plus, je gagne bien moins cher que tout le monde. Et ça ne m'intimide pas du tout. Non, mais je m'excuse, je vous écoute et je m'excuse de m'immiscer dans la conversation comme ça rapidement. Mon nom, c'est Jean-François Parent. Mais moi, j'ai accès au vestiaire, après le hockey, puis à la bière après le vestiaire. Et j'ai des amis très près aussi qui, encore aujourd'hui, à qui il arrive des anecdotes un peu malheureuses. Bref,
des tatas, il y en a beaucoup. J'en entends souvent parler quand je parle à des amis qui sont justement VP d'une succursale en valeur mobilière et tout ça. Ce serait quoi votre conseil à moi et à mes semblables et à mes pairs pour désamorcer un peu ces gens-là qui ont compris qu'on le dit plus publiquement, mais tu sais, qu'au vestiaire ou dans l'ascenseur ou en message privé, texto, machin. Il y en a encore des gens, des hommes, disons-le, qui sont un peu cavaliers, hein, on va dire ça comme ça. Comment moi je peux les désamorcer? Parce qu'évidemment, ma testostérone fait en sorte que j'aurais juste envie de les amener derrière dans la cour d'école, puis bon, vous savez ce qui se passait dans la cour d'école. Mais bref, voilà, c'est ma question. C'est intéressant parce que je suis en valeur mobilière et je vous dirais que c'est pas juste dans le vestiaire. Là, on a vraiment les commentaires directement. Là. Souvent, les gars se cachent pas, mais mon conseil, ce serait de ne pas les écouter. Quand j'ai commencé, il y a plusieurs collègues là, qui m'ont dit que c'était pas un métier pour une jeune maman, que c'était trop dur, trop stressant. Mais finalement, vraiment, j'adore ce que je fais. Je comprends pas ces commentaires-là, mais j'essaie de pas les écouter. Je fais mon affaire, puis je suis très heureuse dans ce que je fais. Mais mon conseil pour vous, c'est pas les écouter, c'est sûr. Ouais. Mais pour vous, c'est de les prendre à part puis de leur dire de venir nous voir. de voir à quel point la femme évolue, puis l'homme aussi. Donc, on a chacun nos places, puis je pense que Puis l'humour. Ouais. Moi, j'utiliserais l'humour. Ben oui, j'adore l'humour arrogante, moi. Je trouve ça extraordinaire. Ça sème des trucs. Puis, tu as raison, hein, parce que moi, ce que je vis, c'est des textos de clients, puis d'hommes qui disent, ben, tu sais, devant les autres, tu comprends, c'est un boys club, je peux pas, mais nous, on a un boys club virtuel, toi et moi. Ça n'arrive pas non plus, là. C'est l'humour. Il n'a pas son argent. J'en vois moins, beaucoup moins. Moi, j'ai moins. Pas cette réalité. Ah non, moi, ça m'arrive. Ça m'arrive. Ça m'arrivait beaucoup, plus jeune, mais Oui, plus c'est ça. maintenant. Puis maintenant, c'est l'avantage de petits cheveux blancs camouflés. Avec la petite couleur. Vous êtes en train de dire, j'ai l'air jeune. On a tous l'air jeune. Oui. Ben, merci beaucoup à tous. C'était un bon moment. On était très contents de vous rencontrer. Alors, si vous voulez nous suivre, allez, on est sur les plateformes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn. On a un site web aussi. Et surveillez, vous êtes de Québec. Toutes ces femmes seront dans nos médias, sur nos plateformes au cours des 100 prochains jours, accompagnées de la centaine de femmes qui vont les suivre et le groupe aussi de Montréal, 200 femmes aussi. Puis restez à l'affût parce qu'on va certainement revenir. On va certainement revenir une prochaine cohorte en 2017. Alors, si vous avez le goût de vivre l'expérience de l'EFEA, de ce qu'est le défi 100 jours l'EFEA, alors vous pourrez vivre cette expérience-là aussi. Bien, merci beaucoup. Merci.